Donc, je m'appelle Atika et je travaille actuellement sur un projet de livre qui vise à mettre en avant les femmes musulmanes oubliées, invisibilisées et parfois même disqualifiées. Il y a plusieurs réponses. Il y a celle de la provocation qui vise à dire que je viens de Bourgogne. Et puis il y a celle qui vise à dire d'où je viens réellement. Du coup, c'est plus compliqué puisque mon papa est tunisien, ma maman est algérienne, mon grand-père est soudanais. Je suis née en France, j'ai grandi en France. Donc d'où je viens, d'un peu partout de là-bas, mais comme je pense que mes grands-parents eux-mêmes viennent d'ailleurs, c'est pas toujours une évidence. Ça se répercute en fait par pas mal de choses parce que je pense que ça a un impact sur notre créativité, ça a un impact sur notre manière de penser, de réfléchir, d'agir. En fait, je dirais même que cette pluralité d'identité, c'est la source de ce livre. C'est la source d'un questionnement où, d'une part, en grandissant, j'ai été confrontée à des modèles de femmes qui n'étaient pas forcément des modèles de femmes entre guillemets inspirantes. On me présentait souvent des modèles de femmes qui nous rappelaient que c'était bien d'être une femme qui s'occupe de sa famille, de son mari, de ses amis, de tout le monde, sauf d'elle. Donc j'ai grandi vraiment un peu avec cette image-ci. Et puis, d'un autre côté, j'ai eu aussi un regard, on va dire, assez féministe. Moi, c'est la rencontre avec l'afroféminisme, avec le féminisme intersectionnel qui m'a forgée. Et en fait, à la rencontre de cette frustration durant mon éducation avec un manque criant de femmes musulmanes rôle modèle, un manque criant de femmes historiques, de figures historiques musulmanes, et d'un autre côté, tous ces questionnements qui se chamboulent dans ma tête et sur les questions féministes, sur les questions de genre, sur les questions de sexisme, de misogynie, on mélange le tout et là on se dit ok, et moi dans tout ça en tant que femme musulmane, comment je me positionne, moi qui n'ai pas eu ces rôles modèles, comment je peux finalement faire un travail pour que ceux et celles qui sont à la recherche de réponses puissent les avoir et que j'ai envie de dire mes enfants aussi puissent ne pas être confrontés à ce... Je dirais pas que c'est un traumatisme, mais c'est des questionnements profonds. Ouais. Très très tôt, je dirais en fait dès l'école maternelle, j'avais une copine qui s'appelait Océane. Et un jour, elle m'a dit, et ça m'a marqué, est-ce qu'on peut pas jouer ensemble parce que en plus papa et maman ils ont dit que t'as les mains sales, ta peau elle est sale. Et j'ai eu le réflexe de dire à cette fille, mais non, regarde, on a la même peau, on a la même couleur. Mais du coup, tout de suite, en fait, tu te dis... Donc déjà, ma réponse était... C'est une réponse d'enfant. Mais tu te dis, ouais, c'est assez hardcore, en fait. Et du coup, l'acceptation de tes identités, de la pluralité, et de leur pluralité, très vite, en fait, quand tu grandis dans un contexte qui en fait pas qui n'en fait pas une force, tu te retrouves parfois à les masquer, ou alors à les extrapoler. Mais il faut forcément à un moment que tu deals avec ça, en fait. On deal avec différemment selon les périodes de nos vies. Moi, dans le premier temps, je pense que j'ai été dans le rejet. Dans le rejet parce que je voulais ressembler aux personnes qui m'entouraient, je voulais être appréciée, j'avais ce besoin de reconnaissance qu'ont les jeunes. Après, en grandissant et notamment en arrivant plus, j'ai envie de dire, à l'université, j'ai dealé avec différemment puisque c'est là où je me suis vraiment déconstruite. J'ai rencontré des personnes qui me ressemblaient aussi. J'ai découvert l'antiracisme, l'afroféminisme, le féminisme islamique. J'ai rencontré des personnes qui me ressemblaient. Et du coup, j'étais un peu dans l'exagération, dans c'était dans l'exacerbation clairement. Et puis finalement, après avoir justement eu cette petite période-ci qui m'a permis finalement de reconnecter, parce que c'est une sorte de reconnexion, j'ai appris à trouver un équilibre. Donc je pense qu'il y a peut-être un équilibre dans le cheminement entre la première partie où on est clairement dans le rejet de nos identités parce que la société nous impose
indirectement d'agir de cette manière. Puis dans l'exacerbation, puisqu'on est là, on se dit mais mince quoi. Enfin, on prend conscience des mécanismes de domination, donc on y réagit. Enfin, moi, j'y ai réagi très brutalement. Et puis finalement, on trouve un peu la paix intérieure en se disant qu'après tout, ouais, nous on a une sacrée chance d'avoir ça, parce qu'on a une sacrée richesse et que finalement c'est ça notre force. C'est quand on arrive à tout faire matcher ensemble, bah, je pense que ça devient méga puissant. C'est assez rigolo cette notion de pont, de se dire qu'on est on a les deux pieds en fait parfois entre plusieurs histoires. Ça a ses avantages comme ses inconvénients, puisque déjà, commençons par les inconvénients, ça peut créer en fait des incompréhensions entre ceux et celles qu'on aime, c'est-à-dire notamment nos parents, nos grands-parents, et qui comprennent pas toujours nos choix, qui comprennent pas pourquoi on fait comme ça, qui ont le sentiment qu'on abandonne notre culture, notre identité principale selon eux. Et puis, bah, ça a aussi des avantages dans le sens où moi je sais que voilà, ma mère est super fière de moi puisqu'elle voit que j'évolue, elle voit que j'ai la possibilité et peut-être aussi le courage de prendre des décisions que eux ne pouvaient pas prendre parce que c'était encore trop tabou, parce qu'ils en avaient pas la possibilité, parce que les possibilités qu'on leur offrait n'étaient pas équivalentes à celles qu'on a aujourd'hui. Et du coup, je pense qu'on est là, enfin moi en l'occurrence, et je parle aussi, quand je dis on, je parle de moi et mon conjoint parce on vit tous les deux la même chose. On est un peu en alerte constante en se disant ok, attends, je vais faire ça, mais il va falloir que je réfléchisse aux arguments, contre-arguments. Et du coup, c'est intéressant. Et je le dis pour nos familles, mais c'est aussi intéressant dans le cadre, par exemple, professionnel ou dans le cadre de mes projets. Parfois, je vais me dire, je vais peut-être plus me positionner comme ça, plus y aller de telle manière. Parce que on a tellement d'identité que parfois, il faut savoir, c'est un peu des cartes. Il faut savoir jouer aux cartes pour gagner la partie. Pour moi, c'est vraiment... En fait, c'est vraiment quelque chose... Là, je suis en train de chercher, je réfléchis, c'est quelque chose qui nous dépasse, c'est tellement de choses. Ouais, c'est ça, c'est la cuisine, je pense à la cuisine parce que du coup, quand on est plus loin, c'est difficile de retrouver ça, en fait. Quand on n'a plus ça, on se dit, ah ouais, c'était pas mal, en fait. C'est mieux que Picard. En même temps, je me dis que quelque part, ça tend à disparaître, puisque si ça repose que sur nos parents, c'est problématique, et sur nos grands-parents aussi. Donc ouais, je vais faire un petit stage chez mes grands-parents. J'ai vraiment l'envie, et pour le coup, c'est encore plus marqué chez mon conjoint, qui attache une importance toute particulière du coup à ses identités, à son identité marocaine. Ouais, lui transmettre nos histoires. Moi, ce qui m'a construit, et ce qui m'a permis d'être là aujourd'hui, c'est cette fierté de ma famille, et notamment de mes grands-parents. Ils ont vécu tellement d'épreuves, de difficultés, que je serais profondément déçue si mes enfants n'avaient pas de gratitude, et notamment s'ils oubliaient en fait l'histoire de nos familles, les épreuves qu'ont vécues nos parents, nos grands-parents, les difficultés auxquelles ils ont et elles ont fait face. Et quand je pense au parcours de mon grand-père qui était ouvrier, qui a construit ce pays, qui a construit les métros il y a 40 ans, dans des conditions très difficiles, à ma grand-mère qui était femme de ménage, dans un premier temps même pas déclarée dans les familles bourgeoises, qui était traitée comme une moins que rien. J'aimerais que mes enfants prennent bien conscience de ça. Et c'est pas parce qu'on a réussi en quelques générations à renverser la tendance qu'il faut l'oublier. Et notre force, elle est là, en fait. C'est qu'on a ça dans moi, je sais que j'ai ça dans mes tripes, j'ai cette histoire-là dans mes tripes. Je sais que
mes grands-parents ont vécu ça, qu'ils ont fait tout leur possible pour pas qu'on vive ça également. Et donc ça, en fait, faut pas l'oublier. Et j'ai envie de transmettre ça à mes enfants, leur dire, en fait, tes grands-parents, tes ancêtres, c'est des warriors, c'est des battants. En fait, je repense au texte d'une amie, Awa, qui a écrit un texte tellement puissant sur le sujet, qui disait il faut qu'on ose, on n'a rien à perdre. Quand on voit ce que nos grands-parents ont osé, ils sont partis en ne sachant absolument pas en fait ils ont pris des risques énormes. Et nous, on est là à dire est-ce que je devrais quitter mon travail? Ouh là 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 là, est-ce que je devrais... En fait, ils ont tout quitté. Ils savaient absolument pas ce qui les attendait. C'est des battants, des battantes, et on a énormément à apprendre d'eux. Et pour moi, c'est ça mon modèle, c'est mes rôles modèles. Un livre de Yasmina Khadra, qui est Ce que le jour doit à la nuit. Et ce livre-là, en fait, m'a mis dans une réalité qui était celle de ma famille. Pareil, hein, on reste très dans l'histoire de l'Algérie, etc. Mais j'étais petite, j'étais au collège, et on m'a fait regarder le Gonu Shahaba. Et du coup, naïvement, j'ai demandé à mon grand-père si c'était vraiment comme ça. Et sa réponse, ça m'a... Ben ouais, en fait, c'était leur vie, quoi. Alors du coup, je vais dire Team Tunisie. Je vais en dire deux. Alors la première, le premier plat, c'est la mdoukhia. Une espèce de sauce verte. C'est super bon, mais personne ne peut comprendre ça. Si tu n'es pas tunisien, si tu n'as pas éduqué ton palais à la mdoukhia, tu ne peux pas comprendre. Donc ouais, mon mari, à chaque fois, il est là genre... Non. Et le deuxième, c'est encore un plat tunisien. C'est dohara, du coup. Ce sont les tripes farcies. C'est très bon. Mais pareil, c'est un truc de Tunisien, quoi. C'est un délire de Tunisien. Un restaurant qui est rue Jean-Pierre Timbaud dans le 11e et qui s'appelle La Reine de Saba. C'est un Éthiopien et c'est incroyable parce que le personnel est juste c'est des amours, vraiment, ils sont incroyables. Et la nourriture est tellement bonne. Le petit tip, c'est d'y aller après 14h en semaine parce qu'il y a plus grand monde. Du coup, vous allez pouvoir avoir des échanges avec les deux patrons, enfin les deux matrones même, qui sont enfin, elles vont vous faire les petits rituels du café, elles vont vous raconter comment elles font les galettes, quels sont les ingrédients. Puis en fait, elles vont tout rajouter, parce qu'on va dire attends, faut que tu goûtes ça et ça et ça. Et c'est génial, elles sont trop bien. Mais une autre femme qui est méga puissante et qui n'est pas assez valorisée, c'est Khadija. Khadija, qui était la femme du prophète, qui était incroyablement badass. Une femme entrepreneuse, une femme qui... c'était son 3e mariage avec le prophète. C'était son 3e mariage, même si on le dit. Donc elle avait déjà des enfants. C'est elle qui est partie demander sa main. Puisqu'elle a vu quelque chose en lui, elle s'est dit c'est pas mal. Donc du coup, c'est incroyable ça. Et ça a aussi été la mécène de l'islam. Quand il y avait des embargos à la Mecque, quand les premiers musulmans et musulmanes étaient persécutés, bah, c'est elle qui a posé le cash, c'est elle qui les a nourris, c'est elle qui les a... Donc je trouve ça j'ai un petit pincement au cœur quand on dit Khadija, la femme du prophète, et qu'on la réduit à son statut d'épouse. Je suis Atika, je suis une femme, je suis féministe, je suis militante, je suis sportive, je suis entrepreneur, je suis maman et je suis ambitieuse. Je suis optimiste. Je suis une sœur, au sens large.
je suis, et je suis épanouie avec tout ça.